Depuis plus d'un siècle, ce mode de propulsion fut celui utilisé en grande majorité sous le capot des automobiles et des camions dans le monde entier. Et parmi tous les modes de combustion testés, l'un d'entre eux connut un succès inégalé, le cycle de Bode-Rochat ou cycle à 4 temps. Pour rappel, le voici décrit. Le premier temps, nommé admission, voit le mélange air-carburant être introduit dans le cylindre grâce à l'aspiration créée par la descente du piston. Au cours du deuxième temps, la soupape d'admission se ferme. Le mélange est compressé par la remontée du piston. La troisième phase, nommée combustion, est celle de l'inflammation du mélange, entraînant le repoussement du piston vers le bas. Finalement, les gaz brûlés sont expulsés durant le quatrième temps. Le mouvement linéaire alternatif du piston, créé par les différents cycles de combustion dans le cylindre, est transformé en mouvement rotatif par l'intermédiaire d'un système comprenant une bielle en liaison pivot d'un côté au piston et de l'autre au maneton d'une pièce semblable dans son fonctionnement à une manivelle, le vilebrequin. Facile à mettre en œuvre, simple dans son fonctionnement, ce cycle à 4 temps possède toutefois plusieurs défauts. Parmi ceux-ci, un rendement énergétique limité. Pour rappel, la définition du rendement énergétique est la suivante. Il s'agit du rapport entre l'énergie produite par un système et l'énergie qu'il consomme. Le rôle d'un moteur d'automobile étant de transformer l'énergie chimique contenue dans le carburant en énergie mécanique utile pour déplacer le dit véhicule, ce rapport permet de caractériser le pourcentage de carburant qui est effectivement utilisé pour faire tourner le vilebrequin. Lorsqu'il est possible d'appliquer un fort rapport volumétrique, le rendement théorique maximum qu'il est possible d'obtenir d'un cycle thermodynamique et donc d'un moteur à combustion interne est de l'ordre de 70%. Seulement voilà, si la combustion à l'intérieur du cylindre est certes à l'origine de la transformation de l'énergie potentielle chimique en énergie thermique, toute cette énergie n'est pas transférée à la tête du piston. Outre l'équipage mobile formé des pistons, bielles et vilebrequins, à l'intérieur d'un moteur à combustion interne, nombreuses sont les pièces mobiles en glissement relatif les unes par rapport aux autres. Malgré l'utilisation de lubrifiants, ces multiples contacts ont pour effet de créer des pertes énergétiques par échauffement. Ce phénomène a pour conséquence la réduction du rendement énergétique du moteur. Mais aussi, une part non négligeable de la chaleur produite se transmet par conduction et radiation au bloc moteur et aux autres pièces environnantes telles que les soupapes ou les conduits d'admission et d'échappement. Vecteur principal de ces pertes, les gaz d'échappement. Bien que fortement chargés en calories, ces gaz sont généralement simplement évacués vers l'extérieur. L'énergie thermique qu'ils transportent est donc, dans ce cas, perdue. Depuis les prémices des études sur les moteurs à combustion interne, chercheurs et ingénieurs ont tenté maintes fois de récupérer tout ou partie de cette énergie. Récemment, les ingénieurs de chez Porsche, reprenant ce dossier vieux de plus d'un siècle, se sont remis à la tâche. Leur idée, intéressante, est la suivante. Récupérer et utiliser la chaleur des gaz d'échappement à l'intérieur même de la chambre de combustion. Ainsi est né le moteur à 6 temps. Les voici détaillés. Le premier temps, nommé admission, voit le mélange air-carburant être introduit dans le cylindre grâce à l'aspiration créée par la descente du piston et l'ouverture de la soupape d'admission. Au début du deuxième temps, la soupape d'admission se ferme. La remontée du piston permet de compresser le mélange. La troisième phase, nommée combustion, est celle de l'inflammation du mélange entraînant le repoussement du piston vers le bas. Quatrième temps, au lieu d'évacuer totalement les gaz brûlés après le premier échappement, le moteur réalise une deuxième compression de ces gaz résiduels. Le cinquième temps est celui de la deuxième combustion, entraînant une fois de plus le repoussement du piston vers le bas. Finalement, la soupape d'échappement s'ouvre et les gaz d'échappement sont expulsés grâce à la remontée du piston. La deuxième compression des seuls gaz d'échappement ne permettrait pas à elle seule de fournir suffisamment d'énergie. Il est en effet nécessaire que de l'air,
voire une petite quantité de carburant soit ajoutée de manière à assurer une combustion efficace. Si l'ouverture de la soupape d'admission à l'étage 3 aurait certes pu être envisagée, les ingénieurs Porsche lui ont préféré une stratégie connue sur les moteurs deux temps: l'obturation et la désobstruction périodique par le piston de cavités pratiquées dans le cylindre et appelées lumières. Seulement voilà, l'ouverture de ces lumières ne devant se faire qu'une fois par cycle, les ingénieurs ont imaginé un système permettant de faire varier la course du piston. Pour ce faire, ils ont ajouté plusieurs pièces à l'embiellage. La première, un pignon à denture intérieure nommé satellite. S'y engraine un pignon nommé planétaire. Ce pignon possède un axe excentré. Le centre du planétaire suit une trajectoire circulaire. Le centre de l'axe excentré suit, pour sa part, une trajectoire hypocycloïde. La tête de bielle est connectée à l'axe excentré. Ce système permet d'obtenir un premier point bas, un deuxième point bas à un niveau inférieur au précédent, un troisième point bas au même niveau que le précédent, un point haut, un deuxième point haut au même niveau que le précédent, et finalement un troisième point haut à un niveau inférieur au précédent. Au début du cycle, la tête de piston est au niveau du premier point mort haut. Durant la phase d'aspiration correspondant au premier temps, le piston descend jusqu'au premier point mort bas. La soupape d'admission est ouverte tandis que les lumières restent obturées. Deuxième temps, le piston remonte pour compresser le mélange. La soupape d'admission se ferme. La configuration du planétaire a pour effet d'amener le piston au deuxième point mort haut, se situant plus haut que le précédent. Troisième temps, le piston redescend, poussé par la combustion. Le point mort bas atteint est le plus bas possible. Ceci permet de découvrir les lumières et donc à l'air, voire au carburant, d'être aspiré. Quatrième temps, le piston remonte par inertie, ce qui permet de compresser les gaz d'échappement. Le point haut atteint est au même niveau que celui du deuxième temps. Cinquième temps, lorsque le point mort haut supérieur est atteint, la deuxième combustion peut advenir. Le piston est alors repoussé vers le bas. La configuration du planétaire amène le piston au niveau du point mort bas du début. Les lumières sont alors couvertes. Sixième temps, la soupape d'échappement s'ouvre. La remontée du piston par inertie permet de chasser les gaz d'échappement. Le vilebrequin est pour sa part connecté au centre du planétaire, ce qui lui permet de tourner de manière circulaire sans modification de la position de son propre axe de rotation. L'avantage principal du moteur 6 temps par rapport à son homologue 4 temps est le suivant. Dans le cas d'un moteur 4 temps, il n'est possible d'effectuer qu'une combustion pour 2 tours de vilebrequin. Autrement dit, une combustion tous les 720 degrés. Le moteur à 6 temps, quant à lui, produit 2 combustions sur 3 tours de maneton. Autrement dit, 2 combustions tous les 1080 degrés. Soit potentiellement 33,3% de couple et de puissance supplémentaire à cylindrée et donc encombrement et masse sensiblement égales. Si nombre de passionnés de mécanique crieront au génie à la découverte des caractéristiques de ce système, d'aucuns noteront avec justesse que le principe de récupération de l'énergie thermique présente dans les gaz d'échappement est aujourd'hui utilisé de manière courante sur les automobiles équipées de moteurs à 4 temps. Et ce, grâce à un système bien éprouvé, le turbocompresseur. Il s'agit d'un ensemble de 2 turbines coaxiales enfermées dans des cavités non communicantes.
L'énergie thermique contenue dans les gaz d'échappement, une fois sortie du moteur, est récupérée pour entraîner la première turbine. Ceci a pour effet de générer un couple sur l'axe central. La deuxième cavité est alimentée en air frais. Le couple appliqué sur l'axe de la turbine dans la deuxième cavité est ensuite utilisé pour comprimer l'air d'admission et donc apporter plus d'oxygène au moteur. Il ne reste plus, pour respecter les valeurs de stoichiométrie, qu'à injecter plus de carburant. Cette solution permet d'améliorer le rendement énergétique du moteur de façon spectaculaire. En effet, selon les configurations, le gain peut atteindre 10% par rapport à un moteur non suralimenté. Seulement voilà, l'ajout d'un turbocompresseur sur un moteur a de nombreux inconvénients. Premier d'entre eux, la greffe d'un turbocompresseur impliquant l'ajout de plusieurs composants, dont le turbo lui-même. La première des conséquences, prévisible, est la suivante: l'augmentation du coût global du groupe motopropulseur. Mais aussi, les lois de la sûreté de fonctionnement sont claires sur le fait que chaque ajout de composants à un système, hors principe de redondance, a pour effet la baisse de sa fiabilité. L'ajout d'un turbocompresseur, mais aussi du système de refroidissement de l'air d'admission imposé par son fonctionnement, tel que le circuit d'intercooleur, ne peuvent qu'augmenter la probabilité de panne mécanique sur un véhicule. Troisième inconvénient. Il faut comprendre que le turbo subit de manière continue de fortes contraintes thermiques et mécaniques. Songez que les températures de fonctionnement de l'ensemble peuvent dépasser les 800 degrés Celsius. Roues des turbines, paliers et autres joints d'étanchéité, toutes les pièces composant le turbocompresseur sont donc soumises à des contraintes extrêmes et donc potentiellement sujettes à des avaries multiples. Le système récemment breveté par Porsche permet de s'affranchir de la quasi-totalité de ces contraintes. Mieux, il repose sur des pièces peu complexes, aux configurations connues et utilisées depuis près d'un siècle, non seulement dans les moteurs de type 2 temps, mais aussi dans les boîtes de vitesse automatiques à convertisseur. Pour finir, le moteur à 6 temps n'est en rien incompatible avec la greffe d'un turbocompresseur, les gaz expulsés à l'issue du 6e temps pouvant toujours être réutilisés à cet escient. Les défenseurs à tout craint de l'électrique se demanderont maintenant pourquoi les ingénieurs de chez Porsche s'acharnent à améliorer le moteur thermique alors même que son interdiction à partir de 2035 est actée. 20 juillet 2024. Ursula von der Leyen, occupant le poste de présidente de la Commission européenne depuis le 1er décembre 2019, se voyait réélue à la même fonction pour une durée de 5 ans. Initiatrice de l'interdiction de la vente des automobiles à moteur thermique à l'horizon 2035 sur le sol de l'Union, l'Allemande s'était, depuis, fait une réputation de pourfendeuse intraitable de ce type de motorisation et de défenseuse acharnée des véhicules électriques. Et pourtant, surprise. Le jour même de sa réélection, elle affirmait haut et fort que dans les prochains jours, une révision de la politique de l'Union permettrait aux véhicules fonctionnant au carburant synthétique d'être pris en compte dans l'objectif de rejet zéro carbone. En d'autres termes, que la pérennité du moteur thermique au-delà de l'échéance de 2035 était maintenant réouverte. L'effondrement depuis maintenant près d'un an des ventes des véhicules électriques en Europe, l'opposition aux mesures d'interdiction des véhicules thermiques par des pays tels que l'Allemagne et l'Italie, ainsi que les recherches intensives menées par les constructeurs allemands Porsche en tête sur les carburants de synthèse, augurent probablement d'un futur intéressant pour cette innovation qui ne l'est pas moins. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les